Bonjour Sassi Balgat, Bonjour, marhaba bik. Sabrina, merci. Barakallahu fik. En tout cas, le Barah, ça a été c'est un régal à tout point de vue. Hein. Merci, Barakallahu fik. merci. Bah écoutez, merci d'accepter d'entamer cette série des débats citoyens, hein, des débats entre les citoyens, d'entamer notre cycle de citoyenneté active. Hein, c'était ça un petit peu le sujet de notre rencontre il y a quelques années. Et après, on a fait un petit chemin ensemble qui, j'espère, va continuer dans le cadre de l'Observatoire citoyen indépendant. Hein, chemin qui a commencé en 2016. Bon, ben, la question avec vous, ça va être l'agriculture. Et donc, nous allons entamer une série de débats. Hein, on va faire quelques vidéos sur le sujet. Et on va planter le décor de façon générale aujourd'hui. Et on va se limiter à 3 petites questions, histoire de brasser un petit peu large cette question de l'agriculture en Algérie de façon particulière et un petit peu dans le monde quand même, puisqu'aujourd'hui, ça devient une question d'enjeu mondial crucial. Donc je vous laisse planter le décor hein, de l'état de l'agriculture, l'état du capital sol, la problématique du réchauffement climatique, la problématique de la ressource hydrique. Et nous avons hier avec notre ami Kazitani donc programmé un débat entre vous deux pour nous dire comment, pour nous parler d'abord de la ressource hydrique en Algérie de façon générale et quelles seraient peut-être les voies de réflexion et d'action à entreprendre plus tard. L'augmentation de la population algérienne, l'importation de 80% de ce que nous mangeons en termes, je vous laisserai développer les chiffres, etc. Et aussi, et de façon, je veux dire, incontournable, parler assez rapidement aujourd'hui, parce qu'on y reviendra de façon très détaillée, de la politique agricole en Algérie, du début jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que c'est pas la génération spontanée, c'est une succession de programmes et de réformes, et en faire le bilan dans une émission particulière. Nous parlerons dans un deuxième temps d'un autre sujet. Je vous laisse d'abord répondre à ma première question. Alors, bah, le sujet, comment dirais-je, il est d'actualité, c'est-à-dire qu'on est en plein dans on arrive à la question, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va s'autosuffire? Est-ce que l'agriculture aujourd'hui, les questions, est-ce qu'elles sont bien posées? Et à partir du moment où la question elle est bien posée, bon, la réponse, elle ne peut que découler de la question. Mais malheureusement, les questions sont mal posées parce que, bon, on ne s'appuie pas sur les statistiques, on s'appuie pas sur des... On fait comme ça un détour très masqué de la réalité agricole en Algérie. À entendre un certain nombre d'analystes, enfin de pseudo-analystes, hein, l'Algérie serait autosuffisante en céréales. On reviendra sur la question de l'autosuffisance. Voilà, en quelques années. Alors que non, objectivement, ça va mettre d'abord, ça va mettre du temps, des moyens, et surtout avoir une politique agricole ferme et que les questions qui fâchent soient posées. Combien de sol on dispose? Quel est le climat général? Où est-ce qu'on peut faire de l'agriculture aujourd'hui? Bon, pour l'instant, la grande tendance, c'est l'agriculture dans le sud algérien. Voilà, tout à fait. C'est comme si il est possible de faire de l'agriculture en climat hyper aride. Il n'y a pas de plus chaud que le désert, algérien. Et donc vous, en tant que
pédologue, vous êtes bien placé pour nous parler de la nature des sols et pour nous dire cette hérésie de l'agriculture dans le sud algérien. Bien sûr, ceux qui veulent nous vendre cette agriculture dans le sud nous citent les exploits aux États-Unis, en Arabie Saoudite, voilà. Et aussi, on nous cite aussi les grandes réussites dans le sud algérien, à savoir Biskra, Ouedsouf, Ouergla, en oubliant de nous parler de toutes les problématiques de remontée de sel, etc. Et alors que c'est une culture eurasienne à l'origine, équilibrée, respectueuse des équilibres environnementaux, on se retrouve dans des régions où tout est surexploité, avec des conséquences à long terme qui risquent d'être très fâcheuses. Je vous laisse nous expliquer. D'abord, pour reprendre un peu les expériences, plutôt les trucs qu'on essaye de nous vendre, hein. Les Saoudiens, ils ont arrêté, ils ont stoppé. Ils ont stoppé, et maintenant ils font plus d'agriculture en Arabie Saoudite. Ils se sont dit, bon, le mieux à faire, c'est d'acheter des terres ailleurs. Ils achètent au Soudan, au Congo, ils achètent un peu partout aujourd'hui. En Éthiopie. En Éthiopie, maintenant, c'est le néocolonialisme agraire. Ils achètent, ils ont les moyens d'acheter des... Et c'est une solution, à la limite, bon, Qui peut se tenir. Bien sûr, c'est des sols qui sont très fertiles, avec des quantités d'eau très importantes, et donc ça ne greffe absolument pas les capacités de ce qui reste comme sol agricole en Arabie Saoudite. Le contexte américain est tout à fait différent. Il est différent. D'abord, on présente l'Arabie comme... c'est pas un désert. C'est le climat, c'est un climat méditerranéen, du type ce qu'on connaît en Algérie, donc tout les hauts plateaux, c'est du semi-aride, hein. C'est du semi-aride méditerranéen, avec une pluviométrie à peu près supérieure à 200 mm d'eau par an, et bien entendu un réseau hydrographique extrêmement... il est important, ça. Donc ils ont des quantités, d'ailleurs, les Américains, ils ont de l'eau n'est plus un ajustement, un truc d'ajustement, hein. C'est la consommation à tout va. Parce qu'ils ont les moyens, bon, au détriment d'autres pays, au détriment notamment du Mexique et d'autres de l'Arabie. Bon, ils ont asséché tout le truc mexicain, ils l'ont complètement là. Voilà un peu le... Maintenant, par rapport à ce qui se fait, on a dans Ouedsouf, ils nous ont vendu Ouedsouf, les Ibans, aujourd'hui Mnéa, etc. Bon, Mnéa, c'est un autre... c'est différent. Les sols, ils sont un peu plus fertiles que ce qu'on connaît du côté de Ouedsouf et Biskra. Sinon, Ouedsouf, maintenant, même les agronomes, ils reconnaissent que c'est une catastrophe. Remontée des sels, donc c'est même pas une remontée, c'est une accumulation des sels. C'est une salinisation, qu'on appelle une salinisation secondaire. À partir du moment où on irrigue avec des sols, avec une eau saumâtre, il y a un dépôt de sel. L'équivalent à peu près, un pivot, il installe à peu près 12 tonnes de sel par an. Vous imaginez, énorme. 12 tonnes par hectare de sel par an. Ça, 12 tonnes par hectare par an. Hectare et par an. 12 tonnes de sel par hectare et par an. Si c'est ça ce qu'ils appellent une réussite, attendant la catastrophe. Hein. Déjà, quand on... sur le plan uniquement cartographique, hein, ce qu'ils appellent un peu les rotas, c'est des petites zones humides. Ils font de l'agriculture, donc des céréales. Quand les sols sont très propres à la culture, ils passent à une autre parcelle. Et c'est tout
enfin, tout le capital, enfin, le peu de sol qui existe, là, ils ont complètement, ils ont détruit la couche supérieure des sols. Il faut reconnaître que pour former 1 cm de sol, c'est un siècle. Hein. C'est un siècle pour avoir 1 cm de sol arabe. Et ce sol-là, il a mis des siècles pour se mettre en place. Nos agriculteurs du Nord qui arrivent pour faire de l'argent, hein, c'est tout. Hein. Ils arrivent et en quelques années, en une vingtaine d'années, plus de sol, plus d'eau, c'est la débandade. C'est ça l'exemple là. Bon, moi je préfère plutôt laisser le Sud au point où il en est. Hein, et revenir à et revenir à une agriculture plus raisonnée, bien sûr, mais elle est connue. d'oasis. La culture oasienne, il y a toute une culture sociologique, elle est adaptée, hein, c'est des siècles et des siècles. Les gens, ils se sont installés dans ce... D'abord, l'oasis, c'est une création humaine, hein, c'est une création humaine, et ils ont su créer un écosystème adapté avec le palmier dattier comme culture phare, et au-dessous du palmier dattier, ils font du maraîchage, ils font de l'arboriculture, il est possible de faire plein de cultures en intercalaire et sous le palmier dattier. On en avait discuté hier et vous nous disiez il y a encore possibilité de créer dans les 20 oasis. Mais bien sûr. On a encore de l'espace. Et vous les voyez situés entre d'où à où? Ça remonte, c'est-à-dire sur le Numidien, on arrive juste au mont de Chemia. Ouais. Donc on a à peu près de ce côté-là, on a à peu près une dizaine de sites de petits oasis à développer. Du côté de la Saoura, il en reste encore des trucs, mais vraiment enfin, les monts, les Qsor, c'est des anciennes oasis abandonnées. Il suffit tout simplement de remettre de la vie et d'inciter les gens et de les encourager aussi. Pour ça, il faut valoriser. Bien sûr, il faut d'abord les mettre en valeur. Mettre en valeur l'oisien. Et dire, bon, vous êtes dans votre milieu, c'est à vous. C'est-à-dire, on ne vient pas comme donneur de leçons. Il connaît son milieu. Depuis des siècles et des siècles, il est sur le truc. Il faut apprendre. Moi, je prends l'exemple, Bnemzab, mais c'est des génies, c'est un truc. L'homme, il s'est adapté à la nature et non pas l'inverse. Ils n'ont pas l'inverse. Il s'est adapté et ils font une agriculture oasienne des plus réussies. C'est l'exemple type à prendre. Il faut aller dans ces milieux-là et apprendre auprès des oasiens. Comment ils sont arrivés à faire des faux avec des trucs. Parce qu'ils sont restés humbles face à la nature. Ils savent que le désert est difficile. Ouais. Il n'y a que les gens vraiment du milieu qui... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça n'attire plus de jeunes, parce qu'ils savent que c'est difficile. Et d'autant plus qu'ils ne sont pas du tout aidés par les pouvoirs publics. Et l'argent, il part où? Il part dans les trucs, dans le désert. On donne des concessions en milliers d'hectares à des à des faux agriculteurs. Ils viennent, avec un encouragement de l'État, de l'argent, de machin, et vas-y, et fais-moi des céréales, et du colza, et fais rêver Non, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le mur. Le problème, il dit oui, mais on va rentrer dans le mur. Non, on est déjà rentré dans le mur. Le problème, c'est qu'on est déjà dans le mur. Le problème, c'est comment s'en sortir. Il faut arrêter cette... Je ne dis pas que c'est impossible de faire le truc. On est à peu près entre 250 à 500 000 hectares. 500 000 hectares où on peut faire de la céréaliculture d'hiver. Un potentiel important de 500 000 hectares. Et comme l'agriculture ou la céréale, qu'est-ce qu'elle demande? L'énergie. Donc le soleil, la chaleur, l'eau et un peu de sol. Mais sur un temps réduit.
C'est-à-dire que dans la conjoncture mondiale aujourd'hui, hein, parce que la céréaliculture est un enjeu planétaire. On va y revenir dans la dernière question. Oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire que maintenant, on peut... Bon, là, on est dépendant. En céréales, on est... Bon, prenons le chiffre le plus optimiste. Hein, on dépend à 70%. 70%. 70% de ce qu'on consomme comme céréales est importé. Donc, on importe 70%. Donc, on satisfait 30%. Si on arrive à inverser la tendance, à ne dépendre que de 40%, ce serait un exploit. Et pour vous, ça serait faisable en combien de temps? En 5-10 ans. 5-10 ans, c'est faisable. En se mettant au travail. En se mettant au travail, avec une bonne prospective. D'abord, l'agriculture, y compris les céréales, se font dans le nord et non dans le sud. Ah oui, alors, dans une prochaine vidéo, on va parler de céréaliculture en particulier. Et vous êtes un grand défenseur de revenir à la céréaliculture dans le nord algérien. Et vous développez aussi une idée intéressante que vous allez débattre avec Kazitani, parce que lui, il a une autre idée pour les ressources hydriques. Et on en parlera de façon... voilà. Non, c'est possible. En tout cas, ce que le Mouatin Djazairi, il voit bien que les prix ont flambé. Mais tout flambe. Et c'est pour ça que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation citoyenne. Et enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est bien d'accord que les politiques, quelles qu'elles soient agricoles, etc., ne peuvent pas exclure les débats citoyens comme les nôtres, parce que enrichissant et surtout, le premier on peut se parler aussi. Le premier concerné, c'est le citoyen. C'est lui qui fait... Bon, d'abord la ménagère. Quand elle fait le marché, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui raconter des trucs. Comment elle trouve que la tomate, elle est à entre 80 et 150 dinars. Elle dit, bon, moi je ne l'achetais pas. Il y a une réussite dans la Oui, mais quelle réussite? Quelle réussite? Quelle réussite? La réussite, c'est d'avoir des prix abordables. Des prix abordables. Alors qu'on est loin de... Après, il y a les prix des engrais. Et c'est pour ça que, avec notre ami Kazitani, vous allez faire une autre émission pour nous parler justement du potentiel des engrais en Algérie et ce qu'on pourrait en faire et comment ça pourrait aussi contribuer à développer et l'agriculture en Algérie et aussi être un facteur d'exportation important. Vous savez qu'on consomme en engrais azotés. Hein. Pourtant, on est soi-disant des exportateurs d'engrais azotés. Des pays du MENA, c'est l'Algérie qui consomme le moins d'engrais. Le moins d'engrais. C'est quasiment, pour un agriculteur, s'il n'est pas soutenu par l'État, il lui est impossible de faire une fertilisation raisonnée. Impossible. Les prix sont... L'engrais est hors prix. Or, impossible pour un agriculteur. C'est cette agriculture, ce que j'appelle l'agriculture paysanne, qui est abandonnée. Elle est laissée, c'est elle qui nourrit l'Algérie. Ce ne sont pas les quelques centaines d'agriculteurs qui sont installés dans le sud aujourd'hui qui nourrissent l'Algérie. C'est faux. C'est cette agriculture paysanne et qui est complètement ignorée des pouvoirs des politiques publiques. Complètement ignoré. Le paysan, il est dans ses hauts plateaux, livré à lui-même, il n'a pas accès à l'engrais, il n'a pas accès à la science, il n'a pas accès au crédit, il a peur des crédits, il a peur de plein de choses. Et c'est cette agriculture-là, donc c'est-à-dire d'une part faire une agriculture, soutenir une agriculture paysanne, et en même temps une agriculture, ce qu'on appelle actuellement une agriculture raisonnée. Écologiquement raisonnée. Elle est intensive, mais dans des limites. Dans des limites que la science, possible. Voilà, du possible. C'est la science qui est la rôle, c'est pas l'inverse. C'est les scientifiques, ça c'est de l'écologie. Jusqu'où on peut aller au niveau des équilibres. On va passer à la deuxième question. Hein, on va pas trop s'attarder parce que ça aussi, on va en parler longuement prochainement. Alors, l'autosuffisance, mythe ou réalité, et si réalité, pour quand? Le mythe, on le traîne depuis les Romains. Oui, le grenier de... Le grenier de Rome. On n'a jamais été le grenier de... Non,
Non, on n'est pas le grenier ni de Rome, ni de Byzance, ni de trucs. On peut, bon, à l'époque, bon, avec la population, on n'était pas très nombreux, donc pays céréalier et élevage au vin au niveau des steppes. Un, la steppe, on l'a dégradée. Deux, la céréaliculture, on en parle. Même nos variétés, imagine, nos variétés locales ont été perdues. On a quatre variétés de blé dur et qui donnaient d'excellents résultats. On ne les amène pas aujourd'hui. Tout ce qu'on a comme variété, c'est des hybrides. Ben oui, le céréalier, il n'est pas celui qui crée une variété, il n'est pas fou pour vous la donner. Il vous donnera jamais une variété. Il vous donne un hybride. Un éphémère. Un éphémère. Un éphémère, vous avez 2, 3 à l'heure et après, quand vous passez à la reproduction de la semence, c'est terminé, c'est fini. C'est fini, il ne reproduit plus. Ben, il n'est pas fou. Et surtout les semenciers. Là, c'est un contre. Il y a un exemple là, au Burkina Faso, ils sont arrivés à interdire aux paysans d'utiliser une semence de coton locale. Autochtone. Interdiction d'utiliser. Non, on va y arriver, à un moment donné, ils vont nous dire non, vous ne pouvez pas, vous devez nous acheter tel ou tel. D'ailleurs, ça a commencé avec les pommes, avec machin, etc. Ils commencent. Et quand je les entends parler de la banque, etc., il faut aller d'abord à la cueillette des cultivars. On ne connaît pas notre patrimoine génétique, ni les sols, ni la végétation, ni. On ne se connaît même pas. حنا عندنا مثال في الاخر يقول لك جاي حمامه جاي الاخر منا باش الاخر il a perdu à la fois, elle a perdu à la fois et l'autre là elle sait plus comment dirais-je l'autre comme كيما الحمامه ني ولات là on a tout perdu. Et donc, rapidement, cette histoire de banque des semences, ça paraît être une excellente idée. Une excellente idée, mais à condition d'abord, de monter des équipes. Et des équipes, attention. C'est-à-dire qu'une banque de semences ne se décrète pas. Ne se décrète pas. C'est des botanistes, c'est des phytosociologues, c'est des généticiens, c'est des agronomes, et dans chaque domaine donc, précis, et là, c'est des niveaux de technicité, de science, mais très sophistiqués. Aller parce qu'on ne connaît pas nos paysages. Je sais qu'on a des variétés locales, donc des variétés autochtones, mais dans des lots. C'est au fin fond de la montagne. Ils font encore une tomate qu'on a complètement oubliée. Ils font des haricots qu'on a complètement... Donc il y a une vraie résistance méconnue de la paysannerie. Méconnue. On ne connaît pas notre paysannerie. On a tendance à lui imposer. On lui a imposé la révolution agraire, on lui a imposé. On arrête. Et aujourd'hui, la paysannerie, elle dit basta. Personne maintenant ne peut la remettre. Elle s'est détachée des institutions. Elle s'est détachée. Par exemple, on a les chambres de l'agriculture. Mais c'est des chambres d'enregistrement. Aucun lien avec les agriculteurs. Il faut écouter les céréaliers de Constantine, des Hauts-Plateaux. Ah oui, en parlant de céréaliers de Constantine, ville chère à mon cœur. Et donc, vous me disiez qu'il y avait une belle expérience. Absolument, très. Vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, c'est d'excellents céréaliers. Qui ont constitué une association. Qu'on salue. Oui, qui produisent d'abord des rendements. Ils arrivent à Ouedzennati à des rendements de 80 quintaux hectares. Là, ils ont ce que les céréaliers de la Bosse, ils ont fait depuis une cinquantaine d'années en France. Ils appellent le club, ils ont commencé avec le club des 50, et aujourd'hui, ils sont au niveau du club de 150 quintaux hectares. C'est-à-dire, c'est la performance. Et à Constantine, ils sont déjà au niveau de 80 quintaux. Les meilleurs exemples sont donnés par les céréaliers, justement, de la région de Constantine. Ouedzennati, Khroub. Mais là, ils m'ont épaté. Alors, franchement, j'ai appris beaucoup plus. Oui, mais chaque fois que vous venez, on apprend de... Non, moi je viens apprendre. C'est là, on est au contact
de vrais agriculteurs, d'arrière-grand-père en petit-fils. La bourgeoisie La terrienne. bourgeoisie terrienne, c'est des universitaires. Prof d'université qui fait une dame et qui fait de la céréaliculture. Et a lancé autant que moi sur les céréales, sur le blé. Je commençais un peu à bluffer, à faire le jeu. Non, 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 attendez. Moi aussi, je connais mon métier, je connais mon sujet. Elle dit, effectivement, vous êtes au top. Hein. Vous êtes au top. Eh bien, très bien. On va finir avec une question. Les enjeux mondiaux, hein, actuellement, ça rigole pas. Ah, ça ne rigole pas. Voilà, et on voit bien que le monde entier est impacté, et des régions plus que d'autres. Qu'en est-il de l'Algérie? Qu'en est-il de l'Afrique? Moi, je commence par oui. la Russie. Oui. La Russie, la guerre, en vérité, elle est préparée au moins, ça fait 15-20 ans que les Russes préparent cette guerre. C'est la guerre, c'est entre les États-Unis, en vérité, c'est entre l'ancien monde occidental, hégémonique, dominateur, machin, etc., et une Russie qui a été humiliée pendant des années et des années. Elle n'a pas digéré cette humiliation. Le fait que les accords de Minsk ne soient pas respectés. Et elle a compris que sans les céréales, sans l'énergie, sans les engrais et sans l'eau, elle ne pourra absolument rien faire. Et en 15 ans, elle a maîtrisé et les céréales, premier producteur aujourd'hui de céréales, premier producteur d'engrais, l'eau, c'est pas ça qui manque, et les sols, c'est pas ça qui manque. Et l'énergie, à profusion. Donc, par quelle alchimie la Russie va perdre cette guerre? Elle a les manettes, elle joue sur les céréales, je suis là. Je suis le premier exportateur. Les engrais, sans moi, vous ne pouvez pas semer. Les semences, je maîtrise autant et mieux que vous les semences. Les meilleurs pédologues sont... Les meilleurs parmi les meilleurs sont russes. Oui, mais la pédologie, elle est née en Russie. On arrive à agriculture et santé. Ça, c'est un gros morceau aussi. Et qui dit agriculture et santé dit aussi contrôle, hein, pour arriver à savoir si les produits que nous ingérons sont aux normes en termes de... Ça, c'est un grand débat. Parler des laboratoires, existent-ils, sont-ils performants, etc., etc. Laboratoires nécessaires pour pouvoir développer et exporter, etc. Bon, ça sera le sujet d'un autre débat. Je vous laisse terminer, Sassi Balgat. Moi, je crois que il est possible encore c'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin, c'est une opportunité. La crise mondiale aujourd'hui, elle donne une opportunité à l'Algérie de rebondir. Il est possible aujourd'hui de rebondir. Il est possible mais à condition de parler vrai. D'arrêter de vendre des fantasmes et de dire, bon, voilà ce qu'il est là, mettons-nous au travail, retroussant les manches en même temps que la paysannerie, et mettons-nous au boulot pour hisser notre pays au niveau qu'il a. On a le potentiel. Le potentiel, il est là. Potentiel génétique, potentiel climatique, il est possible. Engrais, on a l'énergie, donc pour l'azote, c'est pas un problème. Alhamdoulilah, pour les phosphates, on a des gisements l'Aiberk. La potasse, c'est pas ça qui manque. Donc il y a moyen mais apprendre à écouter les premiers concernés. Un scientifique ou un politique, il doit d'abord écouter. C'est l'écoute. C'est ce que nous avons toujours défendu au niveau de l'Observatoire citoyen algérien indépendant, c'est de dire les élites, dans tous les domaines, doivent être à l'avant-scène, et ce sont elles qui doivent tracer, bien sûr, en collaboration avec les pouvoirs publics. L'élite, c'est quoi? Il a la capacité d'analyser, la capacité de digérer tout ce que disent les autres. Et de faire gagner du temps. Gagner du temps, voilà. Ça, et de faire de la prospective, de dire, bon, voilà, tel objectif, on peut l'atteindre dans 5-10 ans. Et de se mettre et de contrôler. Parce que là, il n'y a plus de contrôle. C'est vrai. Il n'y a plus de contrôle.
Un ministre, il raconte tout ce qu'il a envie de dire, d'ailleurs en contradiction, des fois il te dit, il te chante des chansonnettes de machin, un autre jour c'est autre chose.